Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode week-end de Tech Café. Vous le savez maintenant, Tech Café, c'est votre podcast sur l'actu tech et ses enjeux de société. Et toutes les semaines, on vous fait un résumé des immanquables de l'information autour de la tech. Donc ça, c'est un épisode qui sort le mardi soir ou le mercredi matin pour les couches tôt. Et puis, chaque week-end, vous avez droit à un épisode complémentaire avec des news qui sont peut-être un petit peu moins incontournables, mais tout aussi intéressantes, ou avec des formats d'émissions un petit peu différents. On se fait un petit peu plaisir. Je me disais d'ailleurs que c'est un petit peu le même format que les chaînes YouTube secondaires que les grands YouTubeurs ont. Quelque part, c'est un petit peu ça aussi. C'est les épisodes week-end de Tech Café. C'est un petit peu comme une chaîne secondaire. C'est le bazar du café. Punaise, on a trouvé un nom. Peut-être qu'on va faire un flux supplémentaire. Le bazar du café. Je suis tout à fait preneur. Je suis Guillaume Vendée et la voix que vous avez entendue, c'est celle de Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ça va très bien, là. Enfin, je veux dire, ça va très bien. En fait, je sais pas si ça va bien. Oui, c'est vrai. Ça dépend quand vous écoutez cet épisode. Peut-être que vous avez un Guillaume inquiet, ou un Guillaume soulagé, ou un Guillaume dépité, peut-être. On va être complètement transparent. On enregistre cet épisode alors que le résultat de l'élection n'est pas connu. Effectivement. Et donc, est-ce que ça va bien ou pas ? Eh bien, pour l'instant, je suis encore inquiet. Ouais, je comprends. Bon, là, je voyais des tweets qui montraient que l'écart se creusait dans les sondages entre les deux individus. On verra ce qu'il en est. Tiens, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que j'avais eu à un moment des petits retours autour de l'horaire de sortie des suppléments week-end. Alors déjà, première chose, il arrive que je me rate au niveau du montage. Ça m'arrive pas si souvent, mais ça m'arrive malheureusement trop souvent pour la mise à disposition de l'épisode. Donc parfois, il arrive le samedi, parfois dans le pire des cas le dimanche, mais c'est arrivé très rarement. En général, il arrive le vendredi soir, en fin de journée. Donc vous imaginez, vous quittez votre travail et qu'est-ce qui peut accompagner le mieux votre début de week-end qu'un épisode de Tech Café Week-end ? Je sais pas ce qu'il y a de mieux que ça. Mais si jamais vous voulez les épisodes de Tech Café Week-end en avant-première, dès le vendredi matin, vous pouvez également nous soutenir sur Patreon. C'est un des petits avantages qu'on vous met à disposition. Donc si vous contribuez à financer l'émission, si jamais vous avez accepté de financer le podcast, vous avez en contrepartie la sortie quelques heures avant tout le monde pour les épisodes week-end. Peut-être que ça vous donnera envie d'aller sur patreon.com/techcafé. En attendant, on va vous parler de plusieurs sujets un peu en vrac autour de l'intelligence artificielle, de matériel et même de sécurité. On va commencer, Guillaume, avec donc toutes ces news que tu nous as collectées, mais on va commencer par des voitures autonomes pour la police. C'est ça, j'ai bien compris. Est-ce que demain ce sera des robots ? Ah bon, très bien, j'avais rien compris alors, c'est parfait. Non, c'est pas du tout ça. Non, en plus, c'est vraiment pas. Non, en fait, c'est l'histoire. Je confonds avec un truc ou est-ce que merde ? Pourquoi j'ai ça en tête ? Écoute, peut-être que ça arrivera, mais en fait, il y a une vidéo qui est devenue virale d'une voiture Cruise. Donc Cruise, c'est Policy, pardon, autant pour moi. C'est une cheville de Cruise, donc il se balade dans Richmond, donc une ville aux États-Unis, et en fait, à un moment, si tu veux, cette voiture, elle est arraisonnée par des flics. Les flics lui demandent de s'arrêter. Et ce qui est marrant, c'est que dans la vidéo, en fait, tu vois la voiture s'arrêter, les flics descendent de leur propre voiture et vont vers elle, et là, la voiture, elle se casse. Ah oui, d'accord, ok. Elle part en cavale. Alors, elle part en cavale pas bien loin, en fait, puisqu'elle doit faire, 200 mètres, et puis après, elle s'arrête à un autre endroit, et finalement, les Mais flics comme un vrai humain, en fait. Il y a certains humains qui réagissent comme ça, donc c'est très cohérent. Ce qui est marrant, effectivement, c'est que c'est ça qui a fait un petit peu le tour du monde, c'est que c'est une sorte, une voiture autonome en cavale. Bon, en fait, TechCrunch a posé la question et c'est le personnel de Cruise qui a demandé à la voiture de se garer au deuxième endroit, en fait, qui est de l'autre côté de l'intersection. Parce que lorsqu'il s'est devenu clair que la voiture se faisait arrêter par des mecs de la circulation, en fait, les gens qui en permanence supervisent le comportement des voitures ont pris les commandes quelque part et l'ont amené, on lui a demandé de se garer ailleurs. Donc en fait, la voiture a jamais été en cavale, en fait. Mais ça soulève quand même une question intéressante auquel j'avais pas pensé, qui est pourtant assez évidente. C'est comment les voitures, comment on va faire, si tu veux, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les voitures soient compatibles avec la police, les voitures autonomes soient compatibles avec tout ce que la police pourrait avoir à faire avec, parce que effectivement, étant donné que c'est une voiture autonome, les policiers vont pas arrêter de gens à l'intérieur de la voiture. Néanmoins, ils pourraient parfaitement devoir demander à une voiture de s'arrêter. Imagine que tu puisses faire de la contrebande dans une voiture autonome. Imagine que dans une voiture autonome, il y a de la drogue. Je veux dire, il faut bien que les constructeurs prévoient
comment se comporter en cas d'arraisonnement par des forces de l'ordre, comment, tu vois, dans quelles conditions ils peuvent déverrouiller le coffre, etc., etc. Donc ça soulève tout un tas de problèmes en fait auxquels, moi j'avais absolument pas pensé, qui est les interactions des voitures autonomes avec les flics, tout simplement. Ouais, c'est assez drôle. Alors, je regardais effectivement la vidéo. Donc, j'avais pas pris connaissance du sujet, vous vous en êtes douté. Et je regardais la vidéo. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a donc le policier qui arrive dans un premier temps le long du véhicule lors du premier arrêt. Et qui là, on sent qu'il est un petit peu dépité malgré tout. J'ai l'impression de voir qu'il sait pas trop comment réagir. On a l'impression qu'il veut ouvrir la portière. Mais il est un petit peu paniqué. Il fait demi-tour et remonte vers son véhicule. Et là, effectivement, la voiture, la Cruise se gare. Bon, pas beaucoup plus loin, finalement. C'est juste une histoire de quelques dizaines de mètres, je pense. Mais c'est quand même cocasse, quoi. Et on les sent quand même un petit peu en train de se demander qu'est-ce qu'ils doivent faire, quoi. Eux aussi, ils savent pas exactement comment réagir, tu vois. C'est parce que c'est la première fois qu'ils voient ça, évidemment. Enfin, c'est assez marrant, ça soulève des questions. Bah, c'est une question qu'on va continuer à se poser, c'est sûr. Du coup, ils auraient peut-être besoin, ces policiers, Guillaume, de mieux voir la nuit. Oui, ces événements ont lieu en pleine nuit. Est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi une intelligence artificielle pour les aider ? Mais écoute, bien entendu, comme tout. Alors bon, c'est vrai que voir la nuit, c'est déjà presque un classique. Je veux dire, n'importe qui a joué à Splinter Cell. Ouais, et puis bon, dans Splinter Cell, je faisais ça très bien aussi avec les lunettes de vision nocturne. Le seul problème, c'est que la vision nocturne en général, c'est du monochrome, c'est-à-dire que globalement. La manière dont on procède, c'est que on prend une caméra infrarouge, donc on regarde dans l'infrarouge et qu'il n'y a pas de couleur en fait, tout simplement. Donc nous on perçoit le spectre visible et l'infrarouge, donc c'est un autre spectre et ça donne donc une vision monochrome qui est pas très jolie. Et souvent c'est teinté de vert, non ? Ah ouais, mais c'est pas obligatoire, ça peut être gris. Ça c'est vrai, c'est complètement artificiel ça. Donc en gros, tout ce que le truc c'est que c'est monochrome, c'est noir et blanc et ça plaît pas aux chercheurs qui se sont dit. Et si on faisait un truc un petit peu plus joli que ça, est-ce qu'on pourrait voir les couleurs dans la nuit ? Alors, la réponse, c'est pas directement, mais ce qu'on peut faire, c'est quand même essayer d'entraîner une intelligence artificielle à traiter les images pour vous donner une vision colorée en nocturne. Alors pour ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont pris donc une caméra avec un infrarouge proche, ils ont filmé les mêmes choses en couleur. En fait, ils ont fait, comme d'habitude, ils ont entraîné un modèle sur donc des couples comme ça de trucs infrarouge proche et couleur, et après, ils ont essayé de faire en sorte que le modèle fasse la même chose pour n'importe quelle image. Donc ils ont créé un petit modèle comme ça qui est, où ils ont utilisé un éclairage multispectral, et après ils l'ont pris uniquement dans la nuit, et donc en gros, le modèle prédit à partir des images donc en infrarouge, quelle tête ça aurait avec des couleurs, ce qui permet de voir en couleur la nuit. Et ça, je suis même pas sûr que Catwoman puisse le faire, quoi. Non, clairement pas. Mais par contre, mon chat non plus d'ailleurs. Mais par contre, est-ce qu'ils ont mesuré aussi l'efficacité ? Est-ce que l'algorithme est fiable dans sa restitution des couleurs, ou est-ce qu'ils ont identifié des grosses différences ? À mon avis, c'est un petit peu comme dans tout. Enfin, je pense que c'est un petit peu comme la colorisation des films, c'est-à-dire ça, c'est déjà fait dans la colorisation des films en noir et blanc, par exemple, tu vois. Et bon, après, si tu veux, quand tu imagines une couleur, je pense que c'est un petit peu plus efficace parce qu'il y a des infos qui sont pas présents forcément dans un film en noir et blanc que tu peux percevoir avec des caméras multispectrales, et donc peut-être que c'est un peu plus efficace. Mais je suis à peu près persuadé qu'il y a des fois, il y a des approximations. Tromper, sans doute, ouais, on doit pouvoir le biaiser, mais j'imagine effectivement. Est-ce que la beauté serait comestible, Guillaume ? Ouais, c'était une question que s'était posée d'Alice. La beauté sera comestible. Enfin, c'est pas une question, c'était une affirmation. C'est la beauté sera comestible ou ne sera pas. C'était Dali, il disait ça. Dali, il était très perché ou très drogué. Je sais pas. En tout cas, c'était mais un artiste l'article extraordinaire. quand même que tu vas nous. Alors là, pendant que vous nous écoutez, allez au passage cliquer sur le troisième lien dans les notes de l'épisode pour aller regarder l'article pendant que vous écoutez Guillaume Poggiaspala vous en parler, parce que moi, pour le coup, alors ça, j'ai passé tout un moment à jouer avec les exemples qui sont donnés. Vous allez voir, c'est bluffant. De quoi s'agit-il, Guillaume ? Il s'agit de Dali. Donc Dali écrit D-A-2-L-E, et donc c'est Dali 2. En référence à Wall-E et à Dali, j'imagine. Exactement. Donc on avait parlé du 1, je crois. On avait parlé du 1 parce que moi, ça m'avait déjà fait un deuxième trou de fondement, parce que franchement, c'était absolument incroyable. Le Dali, ce qu'il est capable de faire, c'est qu'il est capable de produire des images que vous lui décrivez. Donc par exemple, si vous voulez dire je veux une boule en matière blue jean, il va faire une boule en matière blue jean. Si vous voulez lui dire je veux un hérisson bleu, il va vous faire un hérisson bleu. Si vous le voulez vert, il va vous faire vert. Si vous lui dites je veux un
cosmonaute sur une licorne, il va vous la faire, et c'est absolument incroyable de voir un truc faire ça. Et donc DALL-E 2, c'est un prolongement de ça. Alors c'est très très visuel, donc effectivement je vous encourage à aller voir le site, bien entendu. Mais donc, DALL-E 2 fait la même chose que DALL-E 1, bien entendu, il le fait mieux, donc déjà vous pouvez choisir le style, par exemple, vous pouvez demander que votre astronaute sur la licorne, elle soit sous forme d'estan, enfin, un cheval, de gouache. Ben quoi, non, mais tu peux demander une licorne. Hein. Ouais, mais Dieu sait, dans l'exemple, c'est un cheval, mais tu peux demander une licorne si tu veux. Je suis sûr que ça marcherait. Bien sûr que ça marcherait. Tu pourrais... Et donc, tu peux le demander en 8 bits, par exemple, en format 8 bits, enfin, format 8 bits, en format pixel art. Tu peux la demander en format peinture à huile ou en format juste photoréaliste, quoi, par exemple. Donc ça marche. Donc déjà, ça fonctionne avec une meilleure résolution que l'ancien, tout simplement. Et il y a aussi une nouvelle fonction qui est une fonction d'in-painting. La fonction d'in-painting, ça veut dire que tu peux sélectionner des zones spécifiques de l'image et les modifier. Donc par exemple, tu dis, ben voilà, je prends la Joconde, j'efface le haut du tableau, le haut de la tête, et je dis, eh ben, je veux lui mettre en bonnet phrygien à la Joconde. Ben t'as le bonnet phrygien qui apparaît sur la Joconde. Et donc ça permet d'éditer en fait les images, et ça, DALL-E 2 devient un petit peu le rêve humide de tous les illustrateurs, de tous les gens qui veulent créer du contenu visuel, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment, c'est assez extraordinaire. Alors le principe, c'est un peu c'est génératif, un petit peu comme GPT-3. Alors, en fait, ça utilise Clip et en plus d'autres systèmes génératifs, des systèmes par diffusion. Enfin, c'est vraiment, enfin, il faut aller le voir. Je veux dire, vraiment, c'est vraiment c'est vraiment presque flippant de voir que, voilà, une intelligence artificielle est capable de créer comme ça des images de n'importe quoi, juste avec une description, qui peut être en plus en n'importe quel style. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. En fait, ce que je trouve d'autant plus génial dans la page, donc bon, tu te dis assez spontanément, bon, ok, je le télécharge, je l'installe, tu vois, c'est une app que tu imagines pouvoir installer dans plein de situations. Jour, et en fait, alors un jour peut-être, mais il t'explique que c'est pour l'instant pas disponible dans les API qui sont publiés, et en gros, ils sont en train d'étudier les limites qu'il peut y avoir à cet algorithme, et ça c'est intéressant aussi. Ils sont en train d'identifier qu'est-ce qui pourrait être dangereux, qu'est-ce qui pourrait être violent, qu'est-ce qui pourrait être politiquement répréhensible. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, à chaque fois qu'ils se posent cette question-là. Je l'ai pas mentionné, mais bien entendu, vous imaginez que vous pouvez très facilement, enfin, a priori, créer des images atroces. Je veux dire, avec ce genre de trucs. De propagande, des trucs violents, des trucs sexuellement. Je vais pas donner d'exemples, mais c'est évident que vous pouvez décrire des trucs ignobles que l'IA serait susceptible de fabriquer. Cela dit, déjà, si vous vouliez faire vos propres images porno, sachez que tout le contenu porno, violent, voilà, tout le contenu choquant a été viré de toute façon des ensembles d'entraînement. Donc ça veut dire que le système ne peut pas le faire. Néanmoins, il pourra sans aucun doute quand même créer des choses dérangeantes, déjà en l'état. Et donc effectivement, c'est encore, d'un point de vue éthique, c'est encore un champ complètement ouvert, quoi. Ça, je trouve ça hyper intéressant aussi de voir cette approche, mais bon. Ok, est-ce qu'on parle encore un petit peu d'intelligence artificielle? Ah oui, on va en parler avec Google qui continue. Alors au passage, je suis assez, parce qu'on parle de Google, je suis assez bluffé de voir qu'il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont capables de faire de telles restitutions avec des simples descriptions de texte et qui sont pas foutus de comprendre quand on doit lancer un minuteur à la voix. Mais bon, passons. Et en tout cas, justement, Google va nous proposer des évolutions autour de la recherche pour quelque part rentrer là aussi dans une forme de dialogue et combiner à la fois des parties visuelles et des instructions texte. Ça, c'est hyper intéressant, c'est probablement une étape marquante dans le monde de la recherche, Guillaume. Bah ouais, pour l'instant, Google utilise BERT, donc un modèle de deep learning qui est dédié au texte, qui améliore les résultats de recherche pour de 10% pour les anglophones. Enfin, c'est ce que dit Google. Alors, et là, ils veulent passer à un autre système qui s'appelle MUM. Donc on avait déjà parlé de MUM. Et en fait, MUM, il est multimodal. Donc en gros, il est capable de effectivement relier des informations de nature différente, en particulier des images aussi, au texte. Et en fait, MUM, lui, relie les concepts entre eux.
Donc avant, alors il y avait, peut-être que j'ai déjà donné cet exemple, c'est l'exemple qui est donné par Google. Donc en gros, si tu veux préparer une rando, avant, sur Google, bah, tu dois faire plusieurs recherches, tout simplement. C'est-à-dire, tu dois faire, chercher, je sais pas, quelle est la hauteur du truc, quel équipement il faut, est-ce qu'il faut des vêtements chauds ou pas, quelle sera la météo le jour où tu y vas, etc., ce genre de truc. Avec Mum, le truc, c'est que Mum va, si tu lui donc poses la question, lui dis je veux faire une rando là, à tel jour, eh bien Mum va agir comme une espèce d'expert, comme un expert de rando à toi qui donc comprendrait immédiatement ce dont tu as besoin, quand tu en as besoin, et qui donnerait les résultats pertinents directement en fait. Donc il peut comparer les choses ensemble, etc. Donc Mum, enfin, ça c'est l'objectif final. Hein. Pour l'instant, Mum est déjà capable quand même d'améliorer BERT en permettant de décrire des choses, des caractéristiques d'une photo et de faire des recherches à partir à la fois d'une photo et d'une caractéristique d'une photo. En particulier, si tu choisis un vêtement, si tu lui dis voilà, tu lui montres un vêtement, je dis je veux un vêtement comme ça, mais en vert, il va comprendre que tu veux changer la couleur du vêtement, il va chercher les images qui correspondent, enfin en tout cas il va chercher les pages qui correspondent quoi. Donc en fait, si tu par exemple, il y a un autre exemple qui est assez marrant, c'est tu donnes une photo donc de nail art, donc une photo d'un ongle un petit peu artistiquement décoré, et tu lui dis, te demandes comment faire. Et en fait, il va comprendre que tu veux faire la même chose et il va chercher un tuto. Ou alors, par exemple, si tu lui montres une plante, ça par exemple, c'est vraiment utile pour le coup parce que moi je suis nul en plantes. Enfin, je connais pas les trucs, je connais pas les noms de ces machins verts. Je suis nul en plantes. Bon, donc en gros, je vois une plante, je dis, je sais pas ce que c'est en fait. Donc quand tu sais pas qu'est-ce que c'est que cette plante, comment tu veux aller sur Google pour savoir comment on s'en occupe de cette Mais il y a plante une app pour ça. À chaque fois qu'on parle de ce genre de sujet, il y a toujours quelqu'un pour nous recommander l'application. Mais c'est vrai, en plus, il y en a une qui marche bien, il paraît. C'est probable. Mais tu vois, ça, c'est un exemple où tu veux chercher quelque chose que tu ne sais pas mettre en mots, en fait. Ouais. Parce que tu connais pas le mot, tu connais pas le nom de cette plante, par exemple. C'est pareil pour une pièce, tu vois. T'as une pièce de moteur. T'as un moteur, tu sors une pièce, tu sais pas comment elle s'appelle, cette pièce. Tu dis, elle s'appelle truc ou machin. Mais c'est exactement ça. Je veux changer cette pièce. Donc, c'est-à-dire, je veux changer ce machin. Et comment tu fais avec Google, maintenant, avec Google, tu prends en photo la plante. Du fait de changer le matériel d'un vélo, je crois, de réparer un vélo. Oui, c'était ça. Donc, en gros, typiquement, tu prends en photo la plante, tu dis s'occuper de ce truc. Et Mum va comprendre que c'est une plante, que tu veux t'occuper de cette plante, il va chercher quelle plante c'est, et il va te dire, il faut lui donner à boire 2 fois par mois, sinon elle crève. Bon, c'est ce genre de truc-là, tu vois. Donc en gros, c'est exactement ça, quoi. C'est le Google Multisearch. Google Multisearch, ça permettra de enfin trouver ce truc avec des machins, mais en rose. Ok, et je suis sûr qu'en plus quand ça va être répandu dans les usages et bien compris de tout le monde, ça va être probablement un game changer. On va rester du côté de chez Google pour quelque chose pour lequel je me demande encore à ce stade, Guillaume, là quand on en parle, si c'est une idée excellente ou particulièrement débile. Google veut refondre, ou en tout cas faire évoluer la manière dont on a des notifications dans notre environnement. Vraiment, je sais pas, à ce stade, si c'est particulièrement philosophiquement important de travailler sur ce sujet, ou totalement débile. Mais j'ai hâte d'avoir ton avis. Si vous trouvez que les notifications de votre téléphone sont envahissantes, perturbantes, qu'elles déconcentrent, bienvenue au club. Mais surtout, Google pense à vous, pense à nous, c'est ça qui est génial. Google a diffusé une petite vidéo sur des possibilités de notification, je dirais, environnementales. Donc ça fait des signaux doux et contextuels. Alors le plus simple, par exemple, c'est une sorte de cône blanc, qui est plutôt décoratif à la base, qui peut se surélever légèrement pour faire apparaître une petite bande rose. Il change un petit peu de forme pour signaler un événement, voilà, comme l'arrivée du journal par exemple. Tu vois, si t'as un petit truc connecté, voilà, le journal est arrivé, pouf, c'est non intrusif. Ou alors il y a un petit appareil qui peut souffler lors d'un événement. Donc par exemple, tu le mets sous une plante. Et donc les feuilles bougent comme sous une légère brise pour signaler, je sais pas, que c'est l'heure de question pour un champion, tu vois, ce genre de truc. Donc, autre possibilité... Comment ça sent que t'as un avis sur le sujet? Autre possibilité, il y a un petit bras, une espèce de pendule comme ça, qui peut frapper doucement une étagère, comme signal sonore, voilà, ou s'étendre et tapoter un flacon de médicaments que t'es censé prendre aujourd'hui, tu vois. Donc en gros, le but, c'est de te vendre tout un fatras de nouveaux appareils simples,
dont la fonction est uniquement de t'envoyer des signaux simples, de plein de manières possibles, sans que ça soit trop envahissant. Alors, un truc, voilà, il y en a certains d'ailleurs, il y a un truc qui apparemment change subtilement son nombre. C'est tellement discret que je suis à peu près sûr de jamais le remarquer. Et je pense que c'est l'alarme idéale en fait, c'est ma préférée, celle que je remarque jamais. Tu vois, ça et le truc qui souffle. Le truc qui souffle aussi, c'est génial. Parce qu'après tout, il suffit de mettre le truc qui souffle pas sous une plante. Donc il fait rien bouger. Et du coup, t'es tranquille. C'est cool en fait, ces trucs. Bon, bah écoute, je savais. Bah, en fait, je peux pas m'empêcher malgré tout de me dire. Alors bon, c'est vrai que c'est ridicule. Mais le produit en tant que tel, je pense que n'importe qui rigolera en le voyant. Mais cela dit, je trouve ça intéressant malgré tout que la technologie cherche à repenser ou se remettre en question dans la manière dont ça a été distribué aujourd'hui pour s'intégrer nouveau, un petit peu plus à l'environnement humain. En plus, c'est pas nouveau du tout. En plus, le pire, est-ce que vous vous souvenez du Nabastag ? Oui, bien sûr, je me rappelle du petit lapin, bien sûr. Le petit lapin, le petit lapin, il avait une fonction comme ça. Le petit lapin, il avait des oreilles, il a 2 oreilles que tu pouvais bouger. Et en fait, les Nabastag pouvaient être couplés, donc évidemment à distance. Hein. Donc si tu bougeais les oreilles de ton lapin, chez ta moitié par exemple, les oreilles de son lapin bougeaient de la même manière. Et vous pouviez comme ça avoir des petits signaux d'oreilles, donc 2 oreilles, 2 oreilles en bas, 2 oreilles en haut. Voilà, bon après ça veut dire ce que vous voulez. Et donc il y avait déjà ce genre de petite communication, de petites notifications environnementales. Il y avait un truc aussi qui s'appelait Mummy, je sais plus, c'était une sorte de mamachka toute ronde aussi, qui avait exactement ce principe, mais je me souviens plus exactement comment ça s'appelait. Bon, j'ai vu des ces trucs-là, je les ai vus en solde, dans des bacs à solde, très fréquemment. Les Nabastag, c'est mort, en fait. J'en ai eu un, hein, d'ailleurs je l'ai toujours. T'as eu un Nabastag, c'est génial. Je l'ai toujours, mais il fonctionne plus. Hein, non, il y a besoin d'un serveur. Et les serveurs mais tu peux pas. Si, tu peux faire des serveurs privés. Mais bon, je suis pas allé jusque là. Mais tu peux effectivement faire des serveurs privés de Nabastag. C'est une idée. Je pourrais m'y remettre effectivement, mais j'ai pas. Je l'ai gardé décoratif quoi. Mais effectivement, pourquoi pas, ce serait rigolo. Mais bon, tout ça pour dire que ça s'est quand même déjà fait ce genre de truc pas par Google, mais bon. Et ça a pas marché. Donc, est-ce que parce que c'est Google, ça marchera peut-être, tu vois, mais est-ce que parce que c'est peut-être aussi un autre moment où on a pris plus conscience de non. Bon, ok. Écoute, je trouve que la démarche est poétique en tout cas et ça mérite d'être souligné. Là aussi, c'est très visuel, hein, donc allez voir la vidéo évidemment pour vous en rendre compte par vous-même. Toi, je sais ce qu'il te faudrait en fait. C'est le petit chien de Sony là. Je sais plus comment il s'appelle. Laibo, ouais. Voilà, mais qui vient à la porte d'entrée et qui fait demi-tour et qui fait waf waf quand il y a ton journal qui est arrivé dans le. Bon, moi, il faut qu'il me harcèle là, sinon je vais jamais faire gaffe. Bon, alors en attendant, tu verras si tu peux faire en sorte d'être harcelé par ton Nabastag. Tu nous tiendras au courant. En attendant, on va passer à une rubrique matérielle. Guillaume, on a une review autour du Ryzen 7 avec son doux nom et très poétique 5800X 3D. Ouais, on avait parlé plusieurs fois, les processeurs Ryzen avec cache 3D d'AMD. Donc ils sont sortis, ils ont été testés par la presse. Alors on rappelle que le principe de base de ces puces Ryzen, donc X3D, c'est qu'on prend un X normal en gros, et qu'on lui met 2 modules de 32 mégaoctets de cache L3 sur la tête, et qu'on branche le tout par une myriade d'interconnexions ultra fines directement à travers la puce. Alors le fait qu'on empile les puces, donc qu'on fait un assemblage en vertical, c'est ça qui donne le nom à 3D V-Cache, et le 3D du 5800X3D. Alors, tout compte fait, ce processeur haut de gamme possède donc les 32 mégaoctets de base du 5800X, et les 164 mégaoctets supplémentaires, donc ça fait quand même un gargantuesque 96 mégaoctets de cache L3, donc c'est quand même vraiment pas mal. Donc la technologie est très intéressante en elle-même, en fait, hein, technologiquement. Pour pouvoir empiler des modules et chiplets, ça ouvre des horizons, puis c'est vraiment une performance d'ingénierie. Après, il faut aussi faire des concessions, parce que bon, les chiplets, ça chauffe, hein, c'est des composants qui chauffent. Empiler un truc qui chauffe sur un truc qui chauffe, évidemment, c'est pas idéal pour le refroidissement, hein. C'est pour ça que les modules de cache, déjà, ne sont pas au-dessus des cœurs de processeur. Et c'est aussi pour ça que le X3D est cadencé un peu en dessous de la version standard. Donc, perd quand même 400 MHz. Ce qui fait, et d'ailleurs, c'est un peu le talon d'Achille de cette puce. Et sa grande particularité, parce que elle est plus chère de $100 que son homologue, sans 3D, quoi. Et elle est parfois plus lente. Selon les boulots qu'on lui demande, en fait, selon qu'ils sont limités ou non par la bande passante mémoire, et à quel point, ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. Donc la fréquence est plus faible, c'est un handicap, qui est donc parfois compensé par le cache plus important, mais pas toujours. Dans Geekbench, d'ailleurs, les scores sont tous légèrement moins bons. Alors AMD market le X3D pour les joueurs, spécifiquement,
Et de fait, dans les jeux, le X3D se débrouille généralement mieux que le X tout court, de l'ordre de 17% dans le meilleur des cas, sur Far Cry 6 et FF14. Sur Assassin's Creed Forza, c'est un peu moins. Il se paye quand même le luxe de dépasser régulièrement les i9 12900K. Bon, on peut pas dire que ce soit un mauvais processeur, c'est clair, mais l'écart de performance avec le X, le C1800X n'est pas si énorme. Il est parfois même quasi nul, hein, dans Handbrake par exemple, et très faible dans Cinebench. Donc oui, c'est un processeur intéressant, mais surtout techniquement en fait. Le gain de performance par contre, est-ce qu'il n'est pas un peu trop faible pour l'acheter à 450 balles? Rien que le processeur. Déjà par rapport au 5800X, mais finalement même par rapport à des bus un petit peu plus abordables comme les 5700 ou certains Core i7 quoi. Donc technologiquement c'est vraiment très cool. Après, de là à l'acheter... c'est pas forcément évident. Et puis la consommation, la rentabilité énergétique, elle est assez mauvaise quand même, non? C'est la même que celle du 5800X pour le coup. Hein. D'accord, ok. Ouais, non, ça change elle est pas un petit peu chose. inférieure d'ailleurs, même sur le. Oui, la fréquence fait qu'elle est même un petit peu inférieure en général. Okay. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est pas un point. Bon, écoute, ok, mais belle performance sur le plan technologique, c'est très bien. Allez, je ne résiste pas à reprendre ce que tu as écrit. Plus c'est long, plus c'est bon, Guillaume. Ben oui, pénurie toujours. Shanghai et Kunshan entrent dans leur 4e semaine de confinement. Si ça continue, tous les assembleurs chinois devront stopper leur production en mai. Et des intégrateurs dans tous les secteurs automobiles, déjà bien sûr en premier, mais aussi dans toute la tech. Parce qu'il y a eu Shenzhen le mois dernier, et là les restrictions vont mettre au point mort Pegatron, qui fournit entre autres Apple, Quanta, qui fournit Apple, HP, Dell, entre autres aussi, hein, mais il y a aussi Unimicron, Compal qui produit des composants qui sont utilisés dans les iPads, dans les portables, etc. Donc le confinement strict, il est déjà très difficile à vivre pour la population, hein, quand même, l'oublions pas. Mais il va avoir des répercussions profondes aussi sur les chaînes d'approvisionnement, encore une fois. Et en ce moment, le temps de livraison moyen dans le secteur de semi-conducteurs, c'est 6 mois. C'est bien pire qu'en 2020, hein, et c'est la pire valeur qu'ait jamais enregistrée la boîte financière qui s'appelle Susquehanna, qui nous livre cette délicieuse nouvelle. Alors le pire, c'est que pour tous les circuits analogiques, c'est encore plus long, parce qu'il faut 30 semaines pour se voir livrer. Et alors c'est même encore pire pour certains trucs. D'ailleurs, Avnet estimait la semaine dernière qu'il fallait presque un an pour certains microcontrôleurs. Bon, de nouvelles capacités de production se mettent en ordre de marche, et c'est pour bientôt. Enfin, c'est des chaînes industrielles quand même, donc bientôt. Enfin là, c'est du lourd, hein, donc bientôt, c'est plutôt début 2024. Bon, très bien, on pourra faire le point, voir si ça évolue. On va faire un point du côté de chez Intel aussi, Guillaume. Oui, mais Intel pas une crémaillère, il est content. Il pense à crémaillère, ça y est. Donc littéralement, hein, puisqu'il fête l'ouverture de l'extension de son usine D1X en Oregon. Bon, on est content pour eux, hein, c'est pas tous les jours que tu fais une extension de ta piole, hein, surtout à 3 milliards de dollars quand même. Alors pourquoi c'est significatif? Alors, parce qu'en fait, ils ont ouvert le mode 3. Alors, mode 3, ça veut dire module 3, c'est-à-dire le 3e module d'extension de l'usine. Voilà, c'est tout simple en fait. Hein, mais mode 3, c'est plus énigmatique, hein, c'est plus cool, je trouve. En tout cas, ce mode 3 va accueillir des machines à ultraviolet extrême à large ouverture numérique. Oui, tout ça. Donc on a soit évoqué le passage salvateur aux ultraviolets extrêmes. Alors, on rappelle que le fait de fabriquer des processeurs, ça évoque un petit peu un processus photographique. Et là, je me rends compte que c'est une métaphore qui devient de plus en plus une métaphore de vieux, étant donné que j'ai moi-même pas fait développer une pellicule depuis plus de 20 ans. Bon, tant pis, maintenant que j'ai commencé, on va continuer avec la métaphore photographie. Enfin bon, c'est de la faute. Alors, bon, on veut fabriquer une puce, ok? Bon. Ouais. Donc on a son plan de la puce et on va créer un masque avec ce plan. Un masque relativement gros, le masque est relativement gros si tu veux, mais on veut le graver en tout petit. Pour ça, on fait passer de la lumière à travers. Donc intuitivement, on voit bien que l'ombre projetée de ce plan, qui reproduit son schéma sur le mur, hein, disons, peut être plus petite que le plan si on fait converger un faisceau de lumière dessus. Jusque-là, tout va bien. Donc le processus, donc schématiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enduire le substrat, donc là, le mur, on va l'enduire d'une substance qui est sensible à la lumière, et ensuite on éclaire tout ça avec le photomasque au milieu, c'est ce qu'on appelle l'exposition. Donc les zones à l'ombre, elles vont pas bouger, alors que le revêtement sera bouffé par la lumière ailleurs. Donc on aura tout le schéma de la puce en tout petit, sous forme de trou dans le revêtement. Ensuite, on peut jeter de l'acide dessus, splash, ou attaquer le matériau un petit peu comme tu veux. Et ça, fait vraiment ça quand on jette de l'acide, ça fait splash? Non, ça fait splash et tch. Ah oui. Et ça, c'est l'étape du etching. Bon, et donc après, tu laves tout ça et tu auras gravé le schéma de la puce en petit sur le substrat. C'est exactement le principe de la lithographie sur pierre calcaire, hein, qu'on faisait il y a 200 ans en fait.
Sauf que bon, on le fait avec de la lumière, et que donc du coup on appelle ça de la photolithographie. Alors tout ça, bien sûr, c'est énormément plus compliqué, puisqu'il y a une myriade d'étapes sur un vrai CPU pour faire les contacts, etc. Mais bon, c'est le principe. Et donc, comme on utilise de la lumière pour graver tout ça, les propriétés de cette lumière et du projecteur de cette lumière, elles sont capitales. En particulier, comme on a des échelles qui sont tellement petites pour les motifs, c'est des nanomètres, enfin c'est quelques dizaines de nanomètres, en fait, on doit tenir compte carrément de la longueur d'onde de la lumière. Parce que si la longueur d'onde de la lumière est plus grande que la taille des motifs, tout est flou. Donc, pendant longtemps, l'industrie a utilisé de la lumière à 193 nanomètres. Et je pense qu'elle a consommé plusieurs dizaines de tonnes d'aspirine pour réussir à créer des motifs plus petits que ça, par interférence avec plusieurs masques, ce qu'ils appellent le multi-patterning. Bon, ils ont réussi jusqu'à 7 nanomètres, chapeau déjà, mais après ils ont jeté l'éponge, c'est plus gérable, c'est fini, il y en a plein qui ont démissionné, c'est terminé. Bon, en 2018, Samsung et TSMC sont passés à une lumière de 13,5 nanomètres avec des machines de chez ASML, qu'on dit donc à ultraviolet extrême. C'est ultraviolet, mais très très ultraviolet, quoi. Voilà, très loin dans le violet. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est des longueurs d'onde vraiment petites qui sont ultraviolet, mais tu sais que c'est toujours des gammes, évidemment. L'ultraviolet, l'infrarouge, c'est des gammes, donc t'as le proche infrarouge, l'infrarouge lointain, etc. Donc là, c'est dans la gamme d'ultraviolet, tu es très loin dans l'ultraviolet, quoi. Bon. Avec ça, tu peux produire des puces de 5 et 5 nanomètres en une seule exposition, avec un seul cache, et c'est bonheur, c'est joie. Mais ça dure pas si longtemps que ça, parce que dès que tu passes en dessous de 5 nanomètres, faut recommencer à se prendre le chou avec au moins 2 caches. Et chez Intel, l'ultraviolet extrême est utilisé pour ce qu'ils appellent les process Intel 4 et Intel 3. Mais dans un système optique, il y a aussi la notion de résolution, qui est liée non seulement à la diffraction, mais aussi à l'ouverture du système. L'ouverture, en fait, c'est d'autant plus grand que l'indice de réfraction est grand déjà, et que la lentille est large pour une distance à l'objet fixe. Donc, tu m'as perdu là. En fait, la résolution, c'est les détails qu'on peut avoir. Donc, il y a la diffraction qui fait du flou, et il y a aussi la taille de la lentille, en fait. Okay. Donc la taille de la lentille et l'angle sous laquelle, enfin la taille de la lentille, ça veut rien dire parce que ça dépend de l'angle sous lequel tu regardes ton objet. Si tu veux. Donc, au plus l'angle sous lequel tu regardes ton objet est grand, au plus l'ouverture est grande. D'accord. Et l'image est alors d'autant mieux définie. C'est une notion de résolution, mais optique. Il n'y a pas de pixels, c'est juste une résolution optique. Et donc, c'est là que commence Quand tu parles d'ouverture, tu parles de la même ouverture qu'on a dans les appareils photo ? Oui, c'est un petit peu la même chose. Puisque de F, par exemple, une grande ouverture, c'est F sur 1.2. Oui, l'ouverture, c'est l'ouverture du diaphragme. C'est ça. Au plus le diaphragme est ouvert, au plus l'ouverture... ça me parle bien alors, du coup. Parfait, ok. Voilà, si tu veux, au plus le diaphragme est ouvert en photographie, au plus la surface est grande. Et donc, si tu regardes le même... Il y a de lumière qui rentre rapidement. Si tu regardes le même objet, effectivement, si tu regardes l'objet à la même distance, au plus tu ouvres le diaphragme, au plus l'angle sous lequel tu regardes l'objet avec la lentille est grand. Donc, effectivement, dans ce cas-là, au plus l'ouverture est grande de toute façon. Dans ce cas-là, c'est la même ouverture. Alors, après, il y a différents... En photographie, il y a différents trucs, puisqu'en photographie, tu as aussi la notion d'aberration si tu ouvres trop, mais bon, c'est hors du champ de... C'est pas exactement les mêmes trucs, mais effectivement, c'est cette idée-là, c'est-à-dire le niveau de détail que tu peux ouvrir est proportionnel à l'ouverture, voilà, si tu veux. D'accord. Donc, du coup, là, comme pour un appareil photo, c'est quand même un dispositif optique, ces grosses machines ultraviolet, au plus elles ont une grande ouverture, au plus elles sont précises, au plus elles ont une résolution importante. Tu vois. Okay. Et donc c'est là que commencent à entrer en scène donc ces machines à ultraviolet extrême à grande ouverture numérique. Donc donc c'est NA, numerical aperture. Donc elles ont la même longueur d'onde que les autres, mais bon, elles ont une meilleure résolution dans le sens où elles ont une meilleure précision optique et ça facilite la vie des fabricants bien sûr. Donc il y a par exemple l'Exe 5000 d'ASML qui est plus fiable et qui a une résolution de 8 nanomètres. Et elle sera dispo en 2023, celle-là. Donc les masques qu'elle utilise sont différents aussi, d'ailleurs c'est encore plus compliqué, mais bon. Donc c'est des machines qui sont plus chères, qui sont plus grosses, c'est des monstres en fait, qui demandent des usines encore plus étendues, avec des plafonds encore plus hauts, ce qui explique l'extension supplémentaire de cette fameuse usine D1X, ce mode 3, on y revient. Donc voilà, c'est cette usine donc, qui est située sur un campus de 182 hectares, et qui va être d'ailleurs renommé le parc Gordon Moore. Et c'est là que Intel, c'est là qu'Intel va passer au fameux GAA FET, donc le Gate All Around FET. Donc c'est le processus 18A
Donc c'est un processus qui va quand même changer pas mal la manière dont les microprocesseurs et les transistors vont être fabriqués, pour être honnête. Et donc, le point positif, quand même, c'est qu'apparemment, ça se passe bien, si bien que le 18A est en avance. Il est avancé au second semestre 2024. C'est incroyable, j'ai du jamais vu d'avoir de l'avance dans ce domaine. C'est clairement... surtout pour Intel, ils nous ont pas habitués à ça. Surtout pour Intel, ouais. Et donc, le plan actuel, c'est donc la sortie de Intel 4 cette année. Après, il y a Intel 3 à partir du second semestre 2023. Presque tout de suite remplacé par le 20A d'ailleurs, donc le 20 angstrom comme ils disent, début 2024, c'est un peu étonnant, et ensuite donc le 18A. Et donc je finis en mentionnant que si tout se passe comme prévu, Intel est peut-être bien en train de combler son retard. Parce que TSMC a récemment annoncé qu'il n'allait pas mettre en service le N2 avant 2025, et donc il y a un saut générationnel de N5 à N3 qui se fera en 2023, et 2024, finalement, ne verra qu'une version améliorée, qu'ils appellent le N3E, pour Enhanced. Et le vrai saut, finalement, de N3 vers N2, il se fera que l'année d'après, 2025. Or, en 2024, Intel prévoit 2 générations désormais, le 20A et le 18A. Alors, je sais, il n'est pas possible de savoir exactement, concrètement, quel gain on aura des deux côtés. Mais donc c'est plus une impression qu'autre chose. Mais en tout cas, il semble que la compétition se resserre entre l'américain et le taïwanais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Eh ben tant mieux, écoute, s'ils arrivent vraiment à combler leur retard et qu'on n'a pas de mauvaises nouvelles à l'avenir, tant mieux de voir de la bonne compétition. Il aurait fait un excellent titre d'épisode, peut-être que ce sera le cas d'ailleurs, allez savoir, mais il y a un dispositif d'une cellule qui s'électrise quand on la réchauffe, quand elle est bien chaude, Guillaume. Avoue qu'on aurait un titre là-dessus à faire pour cet épisode. Forcément. Non mais c'est une nouvelle recherche vraiment prometteuse du MIT qui concerne des cellules, attention, thermophotovoltaïques. Alors bon, les cellules photovoltaïques, vous connaissez bien, c'est les celles qu'il y a dans les panneaux solaires, donc elles convertissent la lumière en électricité. Alors pour ça, elles captent des photons qui percutent des électrons, et ces mouvements d'électrons qui sont canalisés en quelque sorte créent un courant électrique. Donc les photons concernés viennent du soleil, ils sont plutôt dans la gamme de des fréquences visibles, mais on pourrait parfaitement envisager de faire pareil avec des photons infrarouges. Or la chaleur, c'est un rayonnement infrarouge. Enfin, la chaleur produit un rayonnement infrarouge, on va dire. Donc concrètement, ces cellules convertiraient de la chaleur en électricité via les photons infrarouges, d'où leur nom vraiment très bien choisi, finalement, de thermophotovoltaïque. Oui, n'est-ce pas ? explicite. La première cellule de ce type a été fabriquée en 1956, donc c'est pas vraiment une super nouveauté. Non, effectivement. Comme souvent, en fait, le problème n'est pas tant de fabriquer un truc qui fonctionne, que de faire un truc qui fonctionne vraiment bien et qui a un rendement suffisant pour que ce soit vraiment utile dans la vraie vie. Et utile, ça pourrait l'être énormément, parce que la plupart des sources d'électricité qu'on a, en fait, ce sont des sources de chaleur. Parce que quand tu crames du gaz, du charbon ou de l'uranium, c'est pareil, on doit convertir de la chaleur. En général, on utilise des turbines à vapeur pour ça, et les turbines à vapeur, c'est un rendement qui est entre 30 et 35%. C'est pas bien énorme en plus, une turbine à vapeur, en plus, c'est gros, c'est lourd, ça a plein de pièces qui bougent, enfin c'est quand même un peu le bordel. Donc ce serait cool de changer ça pour des cellules, comme une sorte de panneau solaire, mais pour la chaleur, tu vois, parce que ça serait incroyable. Donc ça serait fabuleux d'avoir des cellules TPV. Alors TPV, parce que thermophotovoltaïque, c'est peu long quand même, donc je veux dire cellules TPV. Mais bon, les TPV, elles ont un rendement qui dépend énormément de la température à laquelle on les expose, et en général, on est autour de 20%, voire moins. Et c'est là que le MIT se distingue en présentant une cellule qui atteint les 40% à très haute température. Ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. C'est carrément beaucoup mieux. Et c'est important parce que, évidemment, c'est important parce que t'imagines que si une cellule elle marche à 35 degrés, ça limite un peu parce que la quantité d'énergie que t'envoies à 35 degrés, elle est pas énorme. Donc, la cellule du MIT, elle atteint 40% entre 1900 et 2400 degrés. C'est chaud, c'est très chaud, c'est même trop chaud pour non plus, quoi. Mais non, elles fondent pas, c'est ça qui est fabuleux, c'est impressionnant. Et c'est même trop chaud pour des turbines, d'ailleurs, ce genre de température. Donc ça ouvre des horizons. Par exemple, ça ouvre l'horizon de créer des batteries thermiques. Par exemple, on pourrait imaginer que pendant la journée, on chauffe à mort des tronçons de graphite, on les chauffe à blanc, et ensuite on les stocke dans des matériaux ultra isolants, et tu peux mettre des cellules autour qui pourraient reconvertir tout ça en électricité, au besoin. Tu vois, donc c'est assez marrant, et bon, évidemment, on pourrait imaginer que ça puisse remplacer effectivement des turbines, etc., de manière plus simple, moins chère et plus fiable.
parce que ça tombe moins en panne, hein, tout simplement. Et donc voilà, bah oui, donc les cellules TPV sont un sujet de recherche brûlant en ce moment. C'est très chaud. 40%, c'est beaucoup mieux que 20%. Par contre, ça me paraît pas non plus être énorme. Est-ce que tu crois qu'on peut espérer avoir des rendements beaucoup plus importants à l'avenir avec ou est-ce que c'est suffisant 40%? 40%. Bah oui, bah, le truc c'est que c'est déjà plus important qu'une turbine. Oui. Tout simplement. Donc dès lors qu'on est au-dessus du rendement d'une turbine, déjà ça roule. De toute façon, il y a des turbines partout, on est très content. Évidemment, ce serait super d'avoir plus, forcément, tu vois. Mais à partir de 40%, à partir de 35-40%, tu commences à être compétitif. Ok, top. On va mettre de côté un petit peu ces dispositifs tech, ces composants, pour se tourner une fois de plus vers l'Ukraine, qui s'est retrouvée être victime d'une nouvelle attaque de la part de hackers russes, Guillaume. Oui, bah c'est Sandworm, c'est un Sandworm de verre de sable, c'est un nom que vous connaissez si vous suivez l'ActuTech ou si vous avez vu ou lu ou Dune aussi d'ailleurs, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Mais là, Sandworm, c'est un groupe de hackers russes en fait, hein. Ça a même été identifié comme l'unité 744-55 du grand méchant Gru, c'est-à-dire les renseignements russes. Donc fin 2016, si vous vous souvenez, ils avaient utilisé un code sur mesure pour attaquer la grille électrique ukrainienne déjà. Ils avaient plongé d'ailleurs une partie de Kiev dans le noir, ça avait réussi en partie. Et ben rebelote aujourd'hui, d'après I7 et le renseignement ukrainien, c'est le même groupe qui aurait pris pour cible des stations de conversion haute tension dans le pays. Alors ils utilisent un malware qui est très analogue à celui d'il y a 6 ans, et ils l'ont remis au goût du jour, et ils l'ont d'ailleurs débaptisé Industroyer 2 en hommage à son papa. L'attaque a été détectée et neutralisée, avant qu'un réel blackout d'ampleur ne se produise. Donc voilà, les pirates se sont introduits apparemment en février dans une station électrique et ils ont attendu en y plantant des wipers aussi, donc des logiciels pour tout effacer, et donc ce fameux Industroyer 2 qui a quand même fini par s'activer. Alors Industroyer parle directement au coupe-circuit pour donc couper le courant à de vastes zones, mais pire encore, hein, il est aussi capable de désactiver les relais de protection en cas de surtension. Et donc ça veut dire qu'avec ça, le malware peut couper le courant, et quand tu remets en route, en fait, ça peut provoquer des dommages physiques, parce que si jamais il y a des surtensions, ils sont pas pris en compte, et du coup ça peut carrément cramer des trucs. Donc finalement, c'est un malware qui peut provoquer des dommages physiques considérables, donc c'est vraiment une arme, et c'est une arme qui pourrait d'ailleurs parfaitement être utilisée sur d'autres cibles, voire d'autres pays. Donc en l'occurrence, c'est un type de cyberattaque sophistiqué, hein, c'est un peu le type de cyberattaque auquel on s'attendait assez tôt dans la guerre, et qui est finalement arrivé plus tard. Mais les Ukrainiens, qui s'attendaient au pire, hein, et qui ont eu quand même 6 ans pour s'entraîner, se renforcer, ont su gérer tout ça, quoi. Donc c'est vraiment fort, quoi. Espérons que ça continue. Ouais, et espérons que ça déborde pas trop sur d'autres pays, évidemment. Donc des attaques qui peuvent être soudaines et durables dans leurs conséquences potentiellement. Toujours en matière de cybersécurité, une action du côté de Red Forum, alors que je connaissais pas bien, mais qui a l'air d'être une plateforme particulièrement appréciée pour s'échanger des accès volés. Tout le monde dit qu'ils connaissent pas Red Forum ni Hydra. Ouais, ça me dit rien. Hein. C'est quoi? Pourquoi pas ça. Non, mais c'est des bonnes nouvelles pour finir. Hein. Il y a une collaboration entre le FBI et Interpol qui a abouti au démantèlement donc de Red Forum et à l'arrestation de son administrateur principal, hein, qui s'appelait Diogo Santos Colo. Il n'a que 21 ans d'ailleurs, c'est assez fou. Alors c'est quoi Red Forum? Depuis 2015, c'est un forum. C'était un forum donc voilà où se retrouvaient un petit peu les hackers. Et puis c'est devenu petit à petit un grand bazar où tu peux acheter des trucs illégaux, et en particulier des bases de données personnelles volées, y compris des numéros de carte bleue, des numéros de sécurité sociale, plein de trucs, des grosses bases de données. Et c'est devenu donc bien plus que ça. Donc il y a une opération qui s'est montée qui s'appelle Tourniquet. Donc ça a pris des années cette année, cette opération de Tourniquet, à se monter et à évoluer petit à petit. Ça a même nécessité 2 agents sous couverture, des agents d'ailleurs qui ont dû acheter des bases de données volées en Bitcoin, hein, pour s'assurer la confiance de Colo à un moment. Et donc c'est assez marrant, ça pourrait faire un film d'ailleurs, j'imagine. Et dans le même style, il y a Hydra aussi, qui a été démantelé par la police allemande, et pas par Nick Fury. Mais non, cette Hydra-là n'a pas été démantelée par Nick Fury, c'était encore un marché noir, hein, qui est accessible par Tor. Elle offre des services de blanchiment de Bitcoin aussi, hein, qui s'appelait le Bitcoin Bank Mixer, et d'ailleurs ce Bitcoin Bank Mixer a été utilisé notamment pour le cas de Bitfinex. Souvenez-vous, celui qui a été imputé au couple Ilya Liechtenstein et Ether Morgan, dont on avait parlé. Donc Ether Morgan, comme Dexter, c'est cette Ether Morgan donc, qui faisait du rap sous le nom de Razzle Khan. Le monde est petit. Et donc Hydra est fermé.
D'ailleurs, ces derniers reliefs sont à vendre pour $6 000, mais il y a encore plein de blanchisseurs de crypto, hein, vous inquiétez pas, c'est même devenu un enjeu majeur, parce que leur usage est devenu quasi systématique à chaque gros hack. Et d'ailleurs, regarde encore hier, il y a eu le souci avec Beanstalk. Je sais pas si t'as vu passer ce truc-là. Non, alors moi je l'ai vu passer parce que tu as mis dans les notes d'épisode, mais je l'avais pas vu passer, non. Bah, Beanstalk, ils se sont fait avoir comme des bleus, hein, vraiment. Il y a pas d'autre mot, hein, parce que ils sont même pas réellement fait hacker, en fait. Le truc, c'est que si tu achètes des stalks, qui est leur token à eux, t'as droit à un pouvoir décisionnaire sur le projet. Mhm. Et donc un gars s'est dit, bah, ok, je vais faire un gros prêt en crypto, un prêt flash, tu sais, que j'en montrerai tout de suite après, je fais un gros prêt en crypto, j'achète un match de stalk, et du coup, ça lui a donné suffisamment de pouvoir pour décider que tous les fonds du projet allaient aller dans sa poche. C'est pas cool, ça? Donc il a demandé le virement de $80 millions et il est parti. C'est aussi simple que ça. Enfin, presque. C'est 80 millions en crypto. Il les a d'abord passés au mixeur. C'est un mixeur qui s'appelle Tornado Cash, d'ailleurs. C'est un service de blanchiment, comme celui dont j'ai parlé, sauf que cette fois, c'est pour Ethereum. Et donc, ouais, la fréquence inquiétante des piratages de projets de finances décentralisées au sens large, hein, pose quand même sérieusement la question de la légitimité de ces services. C'est l'avis de la NCA aussi, hein, et c'est le crime britannique, la NCA, qui appelle à réguler les mixeurs. Encore un truc à réguler, hein, les législateurs, c'est un métier qui va pas connaître de crise. Hein. En fait, c'est vrai que c'est un métier d'avenir. Si vous cherchez des formations, allez dans la formation de régulateur, ça devrait aider. Comment ça marche j'ai du mal à identifier le blanchiment de crypto, Guillaume. Bon, le blanchiment de crypto, c'est en gros, tu mélanges, c'est-à-dire tu fais des transactions. T'arrives avec, t'envoies une somme sur un wallet, et après, eux, ils fragmentent la somme. Et ils les envoient donc les morceaux de somme sur d'autres wallets, et ensuite ils font pareil, ils font encore pareil, ils envoient, ils reviennent, donc en fait ils font un maximum de transactions sur des petites sommes pour complètement brouiller les pistes. Parce que toi, comme un VPN mais avec des transactions sur la blockchain, quoi. Voilà, ouais, si tu veux, c'est à peu près l'idée, effectivement. Voilà, par exemple, tu prends, je sais pas, les 80 millions, là, tu vas faire, t'as 80 millions de dollars, tu fais, je sais pas moi, tu fais, je sais pas moi, 2000 morceaux, tu les envoies sur 2000 wallets, ces 2000 wallets, tu en fais encore 25 morceaux, tu les envoies encore sur d'autres wallets, tu les renvoies sur les mêmes wallets, tu les fais tourner, etc., etc., et à la fin, tu les réunis dans un nouveau wallet que tu as créé pour l'occasion, et tu donnes ce nouveau wallet au client. Résultat, il a ses 80 millions sur un autre wallet, et pour faire le rapprochement entre le wallet d'origine et le wallet de destination, bonne chance. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, très bien. Ouais, finalement, c'est somme toute assez simple. Écoute, excellent. Pendant qu'on enregistrait cet épisode, c'est très simplifié quand même. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais j'imagine que dans les détails, ça peut être plus compliqué, mais que la mécanique est somme toute assez simple. Pendant qu'on enregistrait cet épisode, Guillaume, tu devineras jamais ce qui s'est passé. Il y a Elon Musk qui m'a invité à un groupe sur Twitter parce qu'il a a priori un concours avec des crypto-monnaies à donner. Donc, écoute, je suis ravi. Je vais aller me jeter sur cette opportunité incroyable de changer ma vie. C'est quand même marrant à mettre en perspective quand même ce type de situation avec ces propos qui visent à dire que ça devrait pas être modéré finalement un réseau social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des usurpations qui se font passer pour lui pour t'escroquer, ça passe ou ça passe pas? En plus. C'est tellement classique en plus. Et il a tweeté tout à l'heure, je comprends rien à son tweet, mais je suis peut-être trop bête, hein, mais les politiques d'une plateforme, je prends la traduction de Google qui doit pas être très très bonne, mais donc les policies, donc les conditions générales d'utilisation, enfin les conditions d'utilisation d'une plateforme de médias sociaux sont bonnes si les 10% les plus extrêmes à gauche et à droite sont également mécontents. J'ai pas compris. Ouais, si, mais ça rejoint un peu tu sais, ce qu'on dit sur la diplomatie, c'est-à-dire qu'en gros, quand il y a une négociation, une bonne négociation, ça se reconnaît parce que à la sortie, il faut que personne soit content. Parce que tout le monde doit faire des concessions. Donc si ce qui est fondamentalement négociation... fou, en plus en matière de négociation, une bonne négociation, c'est que tout le monde est très satisfait. Et oui, mais justement, hein, si tu veux, si tu peux arriver à ce que tout le monde soit très satisfait, c'est super. Mais comme en général, c'est pas possible. Il vaut mieux que tout le monde soit mécontent parce que si quelqu'un est plus content que les autres, ça veut dire que t'as pas été juste.
D'accord, ok. Je pense que c'est ça qu'il veut dire, mais bon, de là à ce que ce soit transposable, c'est pas non plus forcément évident. Bon, après c'est un tweet, c'est Elon Musk, hein, donc ça va. Ok, merci beaucoup Guillaume pour ce supplément week-end de Tech Café, hyper intéressant avec plein de sujets qui vont, je pense, nous et marquer. Beaucoup de digressions. Oui, mais c'est bien, c'est le principe du supplément week-end. On est là avec notre café, notre croissant, notre thé si vous préférez. Hein, si vous n'aimez pas les cafés, on prend aussi des thés. Mais un croissant ou une chocolatine, on est évidemment ravis. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci d'écouter Tech Café semaine après semaine. Vous le savez, dans quelques jours, il y aura un épisode hebdomadaire de Tech Café. Si vous voulez l'épisode hebdomadaire de cette semaine, il suffit de remonter à l'épisode précédent du flux du podcast. En attendant, on ne peut que vous inciter à aller sur patreon.com/techcafé pour envisager de nous soutenir. Et en attendant, Guillaume, on peut te retrouver sur Internet. Je n'en doute pas une seule seconde, mais la question qui me brûle les lèvres, c'est où peut-on te retrouver, Guillaume? Ah, mais vous pouvez pas, j'utilise un mixeur. Ah, ben oui, c'est pour ça. On cherche, mais voilà, t'es passé par un mixeur, on sait pas où faire ça. Merci Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Merci donc beaucoup pour votre fidélité, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao.